Dans quelques instants, vous faites la une d'ailleurs du Figaro sous le titre « Le philosophe en colère ». Vous êtes en colère contre qui, contre quoi? Vous avez contre Emmanuel Macron, contre le système, contre quoi? Je vais pas mettre en difficulté le Figaro, mais moi je ne me trouve pas en colère du tout. J'ai l'impression que je fais un travail de lucidité. Je tâche de voir le réel tel qu'il est, je le regarde et je m'amuse de temps en temps. J'ai fait un autre livre il y a peu de temps là, qui s'appelle La Nef des Fous, et c'est moins une colère qu'une espèce d'ironie voltairienne. Je suis assez voltairien. Oui. Et il y a quelque chose de voltairien dans mon regard sur ce monde-là. Oui, mais quand vous dites dans cette interview, Emmanuel Macron, c'est un enfant qui joue avec les allumettes. Ah oui, enfin tout le monde le voit. Et voilà quelqu'un qui est dans une espèce de psychorigidité. On a l'impression qu'il se met sans cesse en danger et que sa jouissance, c'est de se trouver au maximum du danger. C'est une psychopathologie. Ça arrive chez un individu d'une certaine manière, c'est pas notre problème. Mais quand c'est un chef d'État d'une République française qui est la 5e, avec le pouvoir qui est donné à un seul homme, comme c'est le cas, qui lui devrait quand même être en retour dans une relation avec le peuple, c'est-à-dire il sait qu'il n'est pas là seul contre le peuple, mais par le peuple et pour le peuple. Mais voilà un personnage qui dit « je suis là, j'y suis ». Oui. Et le peuple, j'en ai rien à faire. Comme sur la question des retraites, par exemple, ou le 49.3. Oui, vous avez vu, quand il intervient après avoir été mis en difficulté, on lui dit « vous n'avez une majorité qu'à 9 voix, quoi ». Et quelqu'un aurait pu dire « oui, c'est problématique, effectivement, je sens que le contrat social est distendu entre le peuple et moi ». Et il dit « et alors, même pas mal, une seule m'aurait suffi ». C'est d'une arrogance, c'est d'une suffisance du genre. La majorité, ça se fait à une voix. Si j'ai une voix, c'est pas mon problème que vous ne m'aimiez pas. Que la moitié de la France me déteste, c'est pas un problème. Oui. Et si l'autre moitié dont on pense qu'elle m'aime, elle ne m'aime pas, mais simplement elle aime moins Marine Le Pen et qu'elle a voté pour moi pour cette raison-là, c'est votre problème, c'est pas le mien. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème dans la politique, cette espèce d'individu psychorigide qui estime que le peuple n'existe pas, qui n'est pas là pour servir le peuple, mais pour se servir du peuple. C'est problématique. Oui, mais vous dites davantage que ça encore, Michel Onfray, vous dites qu'au fond, il détruit le peuple, et vous dites, et en ça, il poursuit une tradition depuis 40 ans. Ça, oui. Vous dites, je ne sais plus l'expression que vous employez... Populicide. J'utilise le mot populicide qu'on trouve chez Gracchus Babeuf, parce qu'effectivement, il y a une façon d'évincer le peuple à chaque fois. C'est-à-dire quand il s'agit d'un peuple qui s'exprime en 2005 en disant « nous ne voulons pas de ce traité européen », on lui dit en 2008 « tu l'auras quand même ». Quand le peuple dit à Emmanuel Macron pendant les 5 ans de son premier mandat « on ne veut pas de toi » parce qu'il perd toutes les élections, il dit « je ne les perds pas ». Je les gagne parce que finalement, ceux qui semblent gagner ne sont que un petit peu devant moi. Il avait dit aux Européennes, si Marine Le Pen gagne, ça va être terrible. Marine Le Pen gagne, il dit, on a perdu de pas grand-chose, ça s'appelle gagner. Il est comme Mélenchon en ce sens. À chaque fois qu'il perd, il dit qu'il gagne. Sauf que lui, il est au pouvoir. Il y a un moment donné où il faut entendre ce que le peuple dit. Le général de Gaulle, qui a construit cette constitution, nous disait, si le contrat se délite, se défait, se rompt même éventuellement, alors... on change de ministre, on change de Premier ministre, on fait un remaniement, on fait un changement de Premier ministre, on fait un changement de politique ou éventuellement on fait des référendums et on demande si on a toujours l'appui du peuple. Lui, il dit, mais je n'ai rien à faire de ce peuple. Il est bête, il est stupide, il est sot, il erre. Enfin, tous ces gens qui nous disent que le peuple peut se tromper. La preuve, il a voté pour Adolf Hitler, ce qui est faux. Le peuple n'a pas voté pour Adolf Hitler. Le peuple, en 1933, il vote pour un certain nombre de partis politiques. Les socialistes et les communistes ne savent pas s'entendre et c'est le chancelier Hindenburg qui nomme Hitler. Donc, c'est pas le peuple qui a voté pour Hitler, ce sont les partis politiques qui, ne sachant pas s'entendre, les magouilles de partis politiques, qui ont amené au pouvoir Adolf Hitler. Oui. C'est pas le peuple qui erre. Oui, mais alors vous dites aujourd'hui il y a une menace de cet ordre-là, et au fond vous dites aussi d'ailleurs, en parlant de ceux qu'on pourrait dire les progressistes, la gauche, globalement, vous dites finalement, elle concourt à l'instauration d'une sorte de dictature qui est justement ce phénomène qu'elle dit vouloir combattre. Oui, je pense que si on veut définir droite et gauche, moi ça me paraît très simple. Je suis toujours un homme de gauche, mais il y a une gauche qui est passée à droite, qui s'en est pas aperçue, et qui s'en vient nous expliquer que si on est resté fidèle à une certaine gauche, c'est qu'on est d'extrême droite. Ça devient compliqué. Vous voyez même aujourd'hui que des socialistes qui sont élus sont des gens d'extrême droite. Enfin, tout est dit et le contraire de tout. Le capitalisme, c'est ce qu'en philosophie on appelle la réification, c'est la transformation de tout en chose. Il faut que une femme, qu'on peut aimer, parce que, etc., féminité, l'amour, etc., on dit, non, une femme, c'est un utérus. Et un utérus, ça se loue.
Et puis un enfant, c'est quoi? C'est formidable, c'est pas du tout. Un enfant, c'est un objet. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le vendre. Et si éventuellement, c'est la gestation pour autrui, c'est la gestation, la procréation médicalement assistée pour des couples qui peuvent acheter des enfants après GPA, c'est la possibilité de dire, avec l'interruption médicale de grossesse, IMG, pas l'IVG, je défends l'IVG, entendons-nous bien, mais c'est de dire, vous avez la possibilité pour des raisons psychosociales d'avorter jusqu'à l'âge de 9 mois, pendant qu'il va vous falloir ne pas écraser les moustiques, parce que les moustiques ou les rats, qui sont des animaux liminaires et qu'il faut respecter des animaux plus que les enfants quand ils sont dans le ventre de leur mère, et on dit c'est vous la gauche qui défendez ça ? C'est-à-dire que la gauche défend la location des utérus des femmes, l'achat et la vente des enfants, la possibilité d'avoir plus de soins pour un moustique femelle, parce que si la moustique femelle pique, c'est pour nourrir ses enfants, jurisprudence Émeric Caron, alors que si finalement, pour des raisons psychosociales, vous avez envie d'avorter d'un enfant à l'âge de 8 mois et demi, alors ça, en revanche, c'est autorisé. Du moins, ça l'a été par l'Assemblée nationale, et dans sa sagesse, le Sénat n'a pas suivi. Oui, vous dites dans ce livre, parce qu'il faut parler de ce livre, oui. Les cathédrales sont remplacées par des molles baignées nuit et jour de lumière électrique. L'odeur du papier des livres est remplacée par la lispo des écrans, le chatoiement du réel par les mensonges du virtuel, la puissance de l'intelligence est remplacée par le pouvoir de l'argent, la culture aiguisée par le divertissement est remplacée par le divertissement avachi. La tenue de l'esprit par la logorée orale, l'excellence du raisonnement par le prurite de l'impulsif et la société du spectacle. Vous avez un regard terrifiant sur la société. Terrifiant, je ne sais pas, mais j'essaie qu'il soit lucide. C'est-à-dire que tout ça est soutenu, sous-tendu par un regard. J'ai 64 ans, donc je commence à voir des choses. Et j'ai vu des choses, je peux comparer. C'est-à-dire si on a un peu de mémoire et qu'on a voté à gauche en 81, ce qui était mon cas, pour des idées, qu'on a conservé ces idées et qu'aujourd'hui défendre ces idées, c'est passé pour quelqu'un d'extrême droite, on dit c'est passé quoi ? Alors après, c'est facile de dire non, on ferait le devenu d'extrême droite. D'accord, si l'on veut. Est-ce qu'on peut imaginer que François Mitterrand, pour lequel je n'ai guère de sympathie, aurait défendu l'achat et la vente des enfants? Est-ce que vous pensez que Jaurès l'aurait fait et Léon Blum avant lui? Je ne suis pas bien sûr. Donc on peut légitimement se poser ces questions-là. En revanche, quand des gens de droite... comme Pierre Berger, qui pour moi était quelqu'un de droite, mais qui a été aussi un homme de gauche, nous dit mais finalement les femmes peuvent très bien louer leur utérus, elles louent leur force de travail quand ce sont des caissières. Il n'y a pas quelqu'un à gauche qui a dit Monsieur Berger, Pierre Berger, on ne parle pas comme ça des femmes, d'une part, on ne parle pas comme ça des salariés, d'autre part. Non, on trouvait ça très normal. On a dit que bah oui, effectivement, finalement il y a des travailleuses du sexe, c'est pas un problème. Il y a la possibilité de faire des enfants pour des gens, il vous suffit d'avoir 50 000 euros. Des 50 000 euros, vous avez une femme. Moi j'ai lu des choses que très peu de gens font, mais j'ai lu les contrats de location, les contrats de vente d'enfants, les contrats de gestation pour autrui. Je ne lis pas assez l'anglais pour ça, mais je me suis fait traduire le contrat. C'est terrible ce qu'on exige des femmes. C'est terrible. Cette façon de dire, une fois que l'enfant est né, ne le touchez pas, ne le regardez pas, ne lui parlez pas, ne vous attachez pas à lui. Il ne faut surtout pas qu'un lien se fasse entre vous et cet enfant. Et une fois qu'il est là, on l'emmène, on l'embarque. Et puis on le donne aux gens qui l'ont acheté. Et les gens qui l'ont acheté par des... Et vous dites, la gauche défend ça. C'est quoi? C'est le nihilisme? C'est ce que vous appelez une course vers une sorte d'abîme, en fait, sous l'idée peut-être d'un homme nouveau. C'est le mot que vous employez. C'est un terme qu'on a entendu pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on en entend. Vous dites qu'il y a ça aujourd'hui, vraiment? Hélas. Alors d'abord, l'expression homme nouveau, elle est chez Saint Paul. Oui. Saint Paul dit maintenant il n'y a plus ni juif, ni autre religion, ni gens de couleur, ni homme ni femme, dit aussi Saint Paul à ce moment-là. Dans la foi, par le christianisme. Et cette expression, elle revient au XVIIIe siècle, dans la philosophie des Lumières. Il s'agit de fabriquer un homme nouveau. Alors pas par la foi, mais par la raison et par l'éducation. Et donc ça marche pas, parce qu'effectivement ça suffit pas. Donc c'est par la guillotine, c'est par le tribunal révolutionnaire, c'est par la décapitation. On commence par détruire l'homme ancien. Donc les monarchistes, les aristocrates, les révolutionnaires qui ne sont pas d'accord avec vous, un coup les girondins, un coup les hébertistes, un coup les enragés, un coup enfin tout le monde y passe, à la guillotine, y compris Robespierre finalement. Et cet homme nouveau, ça ne marche pas. Dans ce livre, j'ai découvert des choses étonnantes, mais j'ai découvert que par exemple les philosophes des Lumières, pose la question de la possibilité de fabriquer des chimères en faisant copuler des animaux et des hommes. C'est toujours un mâle singe avec une femelle femme blanche, évidemment. Et on dit, si ça copulait, tout ça, ça fabriquerait une bestiole qui serait quand même très utile. Diderot, qui nous dit que ça ferait des serviteurs. Condorcet nous dit que ce serait un progrès. Il parle de haras humain. Mais Maupertuis nous dit que tout ça, ce serait un progrès. Et cet homme nouveau, il donnera le fascisme, il donnera le nazisme, et d'une certaine manière... Alors, comparaison n'étant pas raison, je ne veux pas faire de Sandrine Rousseau une nazie ou une fasciste ou une bolchevique, mais elle hérite de ce vocabulaire quand elle parle de l'homme déconstruit. Qu'est-ce qu'un homme déconstruit? C'est un homme qu'on veut démonter comme un jeu de comme un Lego, si vous voulez, puis après on le remonte.
Elle va le remonter comment, son homme reconstruit? Ça va être quoi, l'homme reconstruit de Sandrine Rousseau? C'est justement l'homme nouveau. Et on revient. Et c'est la grande traînée fasciste, je dirais, de refaire la nature humaine. Rousseau le dit, hein, il faut changer la nature humaine. Moi, j'aimerais bien que ce soit faisable, mais ça n'est pas faisable. Oui, vous dites au fond, c'est la même chose que ce que fait Elon Musk ou Mark Zuckerberg en Californie aujourd'hui. Voilà. Parce qu'au fond, vous dites, il invente l'homme, voilà, c'est un transhumanisme. C'est-à-dire un homme complètement transformé par ce qui est évidemment la nouvelle technologie. Et ce qu'il y a de paradoxal, vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est que ces progressistes, ou ces gens qui se proclament progressistes, sont des gens qui travaillent à un fascisme planétaire, à un État planétaire, à une civilisation planétaire qui sera une civilisation évidemment transhumaniste. Alors regardez un peu ce que fait Elon Musk, hein, c'est un libertarien, c'est-à-dire que pour lui, c'est si on ne bosse pas 20 heures par jour dans sa boîte, et si on ne dort pas dans son bureau, et si on n'est pas taillable et corvéable à merci, etc., on n'est rien du tout, on est un déchet. Oui. Et quel est l'homme qu'il voudrait créer, en fait, au fond? Lui, il le dit très précisément, il a une société qui s'appelle Neuralink, qui fait du puçage dans le cerveau humain, c'est l'intelligence artificielle dont nous parlons aujourd'hui, qui va mettre en péril toute cette civilisation. C'est pas le grand remplacement d'Éric Zemmour, c'est pas la créolisation de Mélenchon, ou c'est pas le séparatisme de Macron qui sont en jeu, c'est la fin d'une civilisation et l'avènement de cette civilisation dans laquelle on vous pucera des informations et vous n'aurez pas besoin de lire La Recherche du temps perdu, on vous donnera l'information, vous n'aurez pas fait l'effort de la lecture, et puis moi non plus, je pense que nous l'avons vu tous les deux. On pourra effacer des souvenirs, et voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire on peut créer des souvenirs de choses que nous n'aurons pas vécues, et ils pourront supprimer des souvenirs de choses qui auront été vécues. Et puis après, on vous programmera. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, pourquoi vous iriez prendre votre cartable pour aller à l'école avec un instituteur qui vous enseignerait à écrire, puisque finalement, on vous aurait pucé pour que vous puissiez apprendre. Parce qu'au fond, il dit, et vous le citez, il dit il y a un problème avec le cerveau humain. Donc, en ça, vous dites, au fond, il revient à des philosophes d'avant qui se sont toujours interrogés sur, finalement, les limites. Oui. Les limites de ce cerveau. Oui. Et là, nous sommes en train de parler, donc nous fabriquons des datas. Et ces datas, il nous dit, Elon Musk, que finalement, notre trace, c'est nous-mêmes. Notre âme, ce sont les datas que nous laissons comme nous mourons. On meurt, puis après, il reste des traces. On fait quoi de ça? Eh bien, lui, il dit, c'est vous. Et donc, on va pouvoir numériser ces traces-là, et on les met dans un autre cerveau. De sorte qu'il y a une espèce d'immortalité. Alors, il n'a pas tort. Nous ne sommes pas que les datas, que nos données numériques, mais il y a plein d'informations dont on est aujourd'hui capable d'imaginer, enfin, dont on peut imaginer qu'on sera bientôt capable de les saisir et de les transférer sur un cerveau. Neuralink, SpaceX, c'est pour aller dans l'espace. On va en parler parce que c'est ce bouquin, incroyable, Anima, chez Albert Michel, commence par la conquête spatiale, Armstrong, Buzz Aldrin, et il se finit par, justement, ce SpaceX, de projet spatial. Mais vous commencez en disant, au fond, le premier homme, Armstrong, a fait le premier pas sur la Lune, mais vous dites, Aldrin, lui, a mis la première sac d'ordures sur la Lune. C'est ce que en fait, c'est une sorte de symbole. Absolument. C'est ce que je découvre en lisant sur ce sujet-là. Parce qu'effectivement, à un moment donné, ils ouvrent les portes et ils balancent les ordures. Ils jettent des tas d'ordures. Il y a des tas d'ordures, c'est-à-dire les matières fécales, l'urine, le vomi et les nourritures diverses, les déchets. C'est la première chose qu'il fait. C'est la première chose de l'homme qui arrive sur la Lune. C'est-à-dire avant l'arrivée de l'homme sur la Lune, il y a le déchet. C'est-à-dire très précisément ce que font les animaux quand ils veulent un marquage de territoire. Ils se mettent à quatre pattes, ils font leurs besoins, excréments, solides, liquides, etc. Il fait pipi d'ailleurs sur la Lune. Eh bien, il y en a un qui dit, moi je suis le deuxième, le premier pose le premier pas sur la Lune, et le second dit, moi je suis le premier à avoir pissé sur la Lune. Vous dites une forme d'appropriation du territoire, comme un animal. Voilà, le fait qu'il le fasse, il peut, je veux dire, c'est des gens, ils font dans leur couche, on sait comment ça fonctionne. Vous avez ce besoin pressant sur la Lune, ça arrive, ça veut dire que vous êtes encore des hommes. Simplement, vous le faites, vous gardez ça pour vous, vous êtes le seul à le savoir. Vous pouvez faire de telle sorte que personne ne le sache, puisque vous ne dites jamais que vous avez fait pipi dans votre vêtement et personne ne le saura. Lui, il dit, je l'ai fait, et ensuite, il dit, je suis le premier à l'avoir fait. Oui. Et donc, on a toute l'espèce d'arrogance américaine qui dit, j'arrive, je marque le territoire, des ordures, des excréments, du vomi. Et on est passé à notre âge, là. Vous dites, avant, c'était l'âge du singe, on va passer à l'âge de la méduse. Oui, parce que c'est assez sidérant, parce que quand j'ai lu les textes d'Édouard Glissant qui fait l'éloge de la créolisation, je suis tombé à un moment donné sur l'éloge de la méduse. Et moi, je me suis fait brûler par des méduses, justement, en Martinique. Je vous assure qu'on n'a pas envie de faire de la méduse un modèle. Il se fait que je trouve des réflexions sur la méduse chez ces philosophes du XVIIIe siècle, parce qu'ils disent, mais il y a des méduses, et c'est vrai, il y a des méduses qui sont éternelles.
c'est-à-dire qu'elles se refont tout un système cellulaire et elles durent toujours. Donc il y a des gens qui disent, essayons de voir quel est le mystère de la méduse, parce que vous me coupez avec des ciseaux génétiques aujourd'hui, si vous trouvez la séquence qui fait que vous avez une espèce de rétroaction, etc., pourquoi pas enlever, couper, remettre sur l'homme et faire de telle sorte que ce qui rend possible l'immortalité de la méduse, ça rende possible notre propre immortalité. C'est pas si saut que ça. Oui, mais en même temps, la méduse, c'est cet animal qui flotte au gré des vagues et qui, lorsqu'ils se rencontrent, envoie, c'est une violence. C'est-à-dire qu'au fond, les rapports entre ces animaux-là ne sont faits que de décharges électriques. C'est la vie dans ce qu'elle a de plus brutal, c'est-à-dire la copulation, la reproduction, la sexualité, la mort, la nourriture. Rien que ça. C'est-à-dire il faut manger, se reproduire et tuer celui qui nous gêne. Eh bien, nous en sommes un peu là. Il y a des gens qui, dans leur vie, se comportent comme des méduses. Il n'y aura eu chez eux, dans leur existence, que ça. Manger, se reproduire, copuler, détruire les autres, et puis laisser la place au suivant. C'est l'idéal de Musk et de Zuckerberg, c'est ce que j'allais vous dire. L'idée que ça puisse être l'idéal d'Édouard Glissant, donc de M. Mélenchon aujourd'hui, c'est revendiqué, hein. C'est quand même sidérant. D'autant qu'Édouard Glissant lui dit lui-même, il dit, mais la créolisation, elle doit pouvoir se faire sans violence et sans guerre, il dit conditionnel, mais dans la réalité, à chaque fois qu'elle a eu lieu, elle s'est faite violemment. C'est-à-dire que Glissant lui-même dit que la créolisation suppose de la violence. Et il nous dit nous-mêmes, devenons des méduses. C'est une espèce de société de méduses. C'est une espèce de contradiction dans les termes. C'est un oxymore. On ne peut pas imaginer qu'il y aurait des sociétés de méduses, puisque le propre de la méduse, c'est de n'exister que par et pour elle-même et de ne jamais faire société et communauté. Oui, ce livre, c'est presque comme une enquête policière, hein. Genre, je le disais, ça commence par la conquête spatiale, Apollo, et puis ça se termine par SpaceX. Et au fond, le lien à la fin, c'est quoi? C'est qu'on vous dit la Lune va devenir la prochaine station spatiale de conquête de d'autres planètes. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne suffit plus de vouloir transformer l'homme sur Terre.